l'armée congolaise avec d'autres groupes armés qui la soutiennent, et de l'autre côté des rebelles, notamment le groupe M23 qui existe depuis 2012, ce qui fait donc que depuis 2012 la tension est grandissante. Alors pourquoi ces deux forces s'opposent dans la région? Eh bien il faut savoir que la région du Nord Kivu est extrêmement riche en minerais. On y trouve des diamants, de l'or, du cuivre, du cobalt, du pétrole, de l'uranium ou encore, et c'est peut-être le plus important, la majorité des réserves mondiales de coltan. Et le coltan, eh bien, c'est une matière première indispensable pour la fabrication d'appareils électroniques, donc par exemple des ordinateurs ou encore des smartphones. Résultat, eh bien, c'est des ressources extrêmement convoitées et donc c'est pour ça que l'on observe des groupes armés qui vont parfois jusqu'à tuer pour en prendre le contrôle. On peut aussi noter que cette région, elle attire du coup les convoitises des pays voisins du Congo, c'est le cas de l'Ouganda ou encore surtout du Rwanda. Génocidaires, Hutus. Et où vont ces génocidaires? En fait, ils vont chez le voisin congolais. Ces rebelles. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier jusque sur le territoire congolais. Ils s'arrangent une sorte de droit de poursuite. Et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors, bon, congolaises, eh ben, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable, hein. Le Rwanda finance ces rébellions en disant il nous faut des soldats sur le territoire congolais, toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide. La dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang, c'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister. On parle d'une catastrophe humanitaire. En 20 ans, 6,9 millions de personnes ont été déplacées en République démocratique du Congo, selon les chiffres publiés le 30 octobre par l'Organisation internationale pour les migrations. Et en un an et demi, on compte près d'1 million de déplacés, signe donc que la situation est toujours aussi tendue. Concernant le nombre de morts, il est difficile à évaluer. Entre 1998 et 2003, donc il y a près de 20 ans, l'IRC, l'International Rescue Committee, estimait que 5,4 millions de personnes ont été tuées. Quant au terme de génocide, l'ONU a publié un rapport en 2010 qui parle de génocide incontestable concernant les violences perpétrées dans le pays. Grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le Rwanda a été diminué. Mais ce sont les mêmes peuples qui habitent ces endroits. Les mêmes peuples, les mêmes clans, les mêmes ethnies. Et donc le problème que nous subissons actuellement avec des accusations fondées sur le Rwanda se base ont les ressources dans ce dérapage depuis la conférence de Berlin. Parce que le groupe Tutsi qui se trouve en République démocratique du Congo n'est pas accepté comme de vrais citoyens congolais. Alors que c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Nyiragongo et les Rutshuru. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Balkanisation, ils ne connaissent pas l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est vrai que certaines personnes ou certains politiques avancent toujours des accusations infondées portées sur la communauté Tutsi en disant que nous serions des acteurs de la balkanisation. Et moi je vais leur poser une question. Qui était là lors de la création de ces pays?
quand ces pays étaient en train d'être constitués par les colons, qui était là de nous Congolais? Qui était là? Tous les jours nous disons Mboka Bakoko Batikela Kabison. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ces pays? Nous sommes d'abord Tutsi avant d'être Congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tutsi, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes Congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, si il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent le décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ces pays. Tutsi soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ces pays, décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ces pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, pour nous, c'est idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Bauvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahamba. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on les appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué, le président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba et cette frontière a traversé un cimetière de telle manière que la frontière est passée au milieu. La tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville
localité, Savonia de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors, donc voilà comment le Congo devient belge. Donc les Belges reviennent, mettent un peu de l'ordre et tout et tout. En 1910, les Belges et les Allemands vont se convenir des frontières de l'Est entre nous et le Rwanda-Urundi. Et on va déplacer en 1910 la frontière de l'Est. C'est ainsi que Congo, notre pays, va perdre, je ne vais pas dire la ville, ce n'est pas une ville, la localité de Tchangungu et de Gisenyi, qui étaient des localités congolaises. En 1910, ces localités passent au Rwanda. Et on va donner à la population qui se trouve dans cette zone-là, les droits d'opter. Je ne sais pas si vous avez donné 2 mois ou 3 mois. C'était combien de mois pour l'option? 6 mois. On donne 6 mois à ces populations. Ceux qui veulent devenir rwandais, ils traversent du côté rwandais. Ceux qui veulent devenir congolais, ils traversent du côté congolais. C'est comme ça qu'un ami... La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique.